L'unité du Cameroun était aussi imbibée d'une odeur de pétrole, dont le partage alimentera par la suite les querelles. L'opacité entretenue autour de cette ressource, sur la quantité produite, vendue et les revenus engrangés, confortera les Camerounais de la partie anglophone dans la conviction qu'ils avaient été floués. Selon les auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, dans le secret le plus absolu, le Cameroun est arrimé à la nébuleuse Elf, déjà bien installée au large du Congo-Brazzaville et du Gabon, à l'époque même où celle-ci dérive vers une logique de plus en plus mafieuse. L'explosion des prix du pétrole à la faveur des chocs pétroliers de 1973 et de 1979 incite en effet l'industrie pétrolière à se constituer d'opulentes caisses noires qui, arrosant des dirigeants africains et bien au-delà de l'Afrique, toute une série d'intermédiaires, d'acteurs de l'ombre et de responsables politiques permettent d'obtenir des tarifs préférentiels et des concessions privilégiées. Les systèmes dictatoriaux installés au moment des indépendances, sous prétexte de lutter contre le communisme à la tête des États d'Afrique francophone, révèlent alors toute leur potentialité. La règle du jeu est claire. Tout chef d'État qui suit la ligne fixée par Paris partagera les sommes mirifiques brassées par Elf. Les autres risqueront de rencontrer sur leur chemin des forces plus souvent obscures qu'officielles que Paris n'hésitera pas à actionner. L'opposition camerounaise en exil découvre ainsi que le Cameroun a rejoint le cercle des pays producteurs de pétrole depuis la fin 1977. Constatant le secret qui entoure le dossier pétrolier, elle ne tarde pas à comprendre pourquoi les organismes camerounais chargés des questions pétrolières sont directement et exclusivement rattachés à la présidence. Et aussi pourquoi, sous le prétexte officiel de faire des réserves pour des temps difficiles, les recettes pétrolières sont gérées hors budget dans la plus totale opacité, les fonds étant placés sur des comptes parisiens, suisses ou new-yorkais. M. Ahidjo dispose à discrétion de son royaume sur lequel son bon plaisir tient lieu de loi et d'institutions, relève en 1982 l'Organisation camerounaise de lutte pour la démocratie créée par Abel Eyinga en 1978. Il a décidé qu'en matière d'hydrocarbures, il ne serait porté à la connaissance des Camerounais ni l'importance réelle des réserves exploitables, ni la quantité de brut produit, et encore moins le taux des revenus pétroliers. Sa décision a été approuvée à Paris où elle fut au surplus qualifiée de sage. Fin de citation. Des chercheurs indépendants estiment que les montants qui se sont ainsi évaporés en 3 décennies d'exploitation pétrolière s'expriment en milliards de dollars. Mais le pétrole ne constitue pas la seule raison de l'acharnement de la France au Cameroun. Depuis l'indépendance de 1960, les intérêts économiques de la France y sont multiples. Dans le commerce, le transport, l'aluminium, les plantations, l'industrie forestière, etc. Les quelques 9000 Français présents au Cameroun, rappelle la revue African Affairs à l'orée des années 80, continuent à dominer presque tous les secteurs clés de l'économie, à peu près comme ils le faisaient avant l'indépendance. Les ressortissants français contrôlent 55% du secteur moderne de l'économie camerounaise et leur contrôle sur le système bancaire est complet et total. Il ne faut pas non plus négliger les apparatchiks du régime camerounais qui profitent des liens étroits noués avec les intérêts occidentaux, français en premier lieu. À l'ombre du pouvoir de M. Ahidjo avaient fleuri des positions de pouvoir matérialisées par des fortunes parfois ostentatoires, expliquera par exemple Achille Bembe quelque temps après avoir quitté le Cameroun en 1982. Les portes du crédit avaient été ouvertes à une classe d'affairistes impliqués dans diverses opérations dont les plus visibles concernaient la spéculation foncière et immobilière. C'est cette situation que l'exploitation du pétrole vient encore accentuer. Accaparée par la caste au pouvoir, la manne pétrolière ne profite pas aux populations auxquelles on continue de prêcher les vertus du développement agricole. Telle est d'ailleurs la justification officielle du compte hors budget où sont placés les bénéfices pétroliers. Il faut, explique-t-on, éviter l'emballement de la machine à distribuer les crédits publics et l'anesthésie de la force de travail de la nation. Pendant que les riches, de plus en plus riches, se construisent des palais, collectionnent des voitures de luxe et se constituent des réseaux d'obligés en achetant les consciences, les pauvres, de plus en plus nombreux, épuisent leur force de travail dans la boue des campagnes et la jungle des bidonvilles. Outre cette fracture sociale, le pétrole ravive une autre fêlure, celle qui éloigne les anglophones des francophones. Ayant encore moins que les autres profité du développement et étant soumis à une politique de francisation systématique depuis 1961, les anglophones comprennent mal que les ressources pétrolières, qui se trouvent pourtant massivement au large de leurs côtes, soient accaparées par les élites francophones.
Une pilule d'autant plus difficile à avaler que l'année où l'on découvrait le premier gisement commercialement exploitable en 1972, une nouvelle constitution leur était imposée qui abolissait le système fédéral et le remplaçait par une république unie du Cameroun. Aux États fédérés supposés égaux se substituent 10 provinces dont 2 seulement sont réservées aux anglophones qui se retrouvent ainsi encore plus marginalisés. Remâchant le passé, nombreux sont ceux qui, secrètement, estiment qu'ils ont décidément fait une mauvaise affaire en 1961 lorsque leur territoire a été rattaché au Cameroun francophone.